C'est à ce moment précis que la notion de culture d'entreprise rentre en jeu, à mon sens. Pour aborder ce sujet, j'ai le plaisir d'accueillir enfin Monsieur Yannick Ebibié dans notre podcast. Bonjour Gina, merci de m'avoir dans ton émission. Mais très content d'être là. Moi aussi, je suis très contente de t'avoir. Enfin, tu me permettras de te tutoyer. Bien sûr. Alors, on va faire semblant quand même. On est ici dans des très très beaux locaux. Des gens passent en fait devant, ils voient, on parle des locaux de la SING et tout. Mais est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que c'est que la SING et quelles sont les missions principales de la SING ? Alors donc la SING, c'est la société d'incubation numérique du Gabon. Notre mission est très simple, c'est baisser les barrières à l'entrée pour toutes les personnes qui veulent se lancer dans le numérique. Ces barrières à l'entrée, c'est quoi ? Ils n'ont pas de bureau, ils n'ont pas d'ordinateur, ils connaissent pas des experts, ils n'ont pas d'argent. Et ben nous, on peut mettre à disposition toutes ces ressources-là lorsque vous avez envie de vous lancer à travers nos programmes. Et la deuxième mission, tu me permets, c'est d'aider en fait l'administration et les grandes entreprises à réussir leurs projets d'innovation. On s'est rendu compte en fait qu'au Gabon, souvent l'État, s'il ne se digitalise pas, les petites et moyennes entreprises ne vont pas se digitaliser. Donc nous, ce qu'on fait, c'est que l'on propose des solutions pour s'assurer que tous les projets d'innovation qu'ils vont lancer puissent réussir. Donc voilà un peu de manière très simple ce que l'on fait, avec aussi des services que l'on propose. Et pour revenir directement à toi, à ta personne en tant que dirigeant de la Société nationale d'incubation du Gabon, est-ce que tu peux nous dire tu peux nous parler un petit peu davantage de ton rôle au sein de cette organisation ? Mais alors mon rôle, quand je suis arrivé donc en 2018, mes actionnaires m'ont donné pour mission de fixer une stratégie, de mettre en place un modèle opérationnel pour la SING et mettre en place un modèle économique. Donc c'est comment arriver à mettre une structure qui soit suffisamment autonome pour qu'elle n'ait pas besoin de dépendre des subventions de l'État pour mener ses missions. Voilà. Oui. Et donc, c'est ce que l'on fait. Donc, on a des produits payants. Donc, on fait de la location d'espace pour les événements professionnels. On fait des bureaux à court et moyen long terme. On fait du conseil en stratégie d'innovation. On fait du développement informatique. On développe des applications et des solutions. Et puis, on développe des programmes entrepreneuriaux. Donc, c'est-à-dire que vous avez des bailleurs, les bailleurs internationaux ou l'État ou certaines entreprises privées qui viennent nous voir pour mettre en place des programmes, soit pour détecter des pépites, des talents, soit pour former leurs équipes. Donc tout ça nous permet d'avoir des fonds propres qui ensuite vont nous permettre d'aller chercher des jeunes qui ont des super belles idées et on va les accompagner gratuitement ou quasi gratuitement jusqu'à ce qu'ils ont un produit qui soit réellement intéressant et puis on peut prendre des participations dans ces cas-là. Alors, je pense que la prochaine question va sembler un peu bête parce que tu es le dirigeant de la société, donc forcément tu diras que c'est bien. Mais en fait, j'aimerais à travers cette question que l'on ressorte des outils, des solutions que peut-être nous, quand je dis nous, Gabonais lambda, avons déjà utilisé une fois et puis on ne sait pas que ça sort de la SING. Donc ma question est la suivante, est-ce que la SING aide réellement les entrepreneurs de la phase de l'idéation jusqu'à la concrétisation de leur entreprise ? Oui, alors... lorsque vous êtes entrepreneur, vous pouvez venir à la SING de 3 façon. La première, c'est que, disons, vous avez une idée, mais vous ne savez pas trop par où commencer. Et on a mis en place des masterclass. Donc ça, ce sont des formations de 1h30, 2 heures, avec des experts qui viennent et qui vont aborder tous les sujets autour de l'entrepreneuriat. Donc, comment lancer son business avec très peu d'idées, mettre en place une stratégie de marketing opérationnelle, comment gérer ses finances, comment mettre en place un produit numérique, etc. Donc, lorsque vous venez assister gratuitement à tous ces cycles de formation, donc, 1, ça vous permet d'affiner votre idée, mais surtout, 2, ça vous permet de rencontrer d'autres personnes et, avec qui vous pourrez échanger, vous pourrez former des équipes ensemble, etc. Donc ça, depuis 2019, on a formé plus de 2000 personnes comme ça. Plus de 2000 personnes, voilà. Formation directe. Formation directe, voilà, des gens qui viennent, et avec 40% d'ailleurs de femmes qui viennent surtout pour se former. Ensuite, une fois que vous avez passé tout le cycle, les idées vous paraissent plus ou moins claires, vous pouvez venir à ce qu'on appelle des tests cliniques. Donc les tests cliniques, c'est comme une consultation chez le docteur. Donc en fait, vous avez une idée, mais vous ne savez pas trop comment démarrer. Vous venez, il y a une session de 1h30 qui est gratuite. Donc vous faites une demande, on vous envoie un formulaire. Dans ce formulaire, vous allez remplir un peu votre projet et vous dire en quoi on peut vous aider. Donc nous, quand on arrive, on a toute une équipe qui est adaptée à votre projet et qui va vous écouter pendant 1h30. Et au bout de ces 1h30, vous ressortez avec une feuille de route. On vous dit clairement, pour avancer,
il faut faire A, B, Voici C, les D. préalables. Voilà, c'est très, très, très concret. Pour les plus agiles, ils vont prendre cette feuille de route et aller exécuter leur projet. Il y a certains qui auront besoin davantage d'accompagnement. Et là, donc, on leur propose une technique payante. Donc là, c'est pendant 4 semaines. On vous accompagne, donc il y a une partie un peu théorique. 20% de votre temps pendant ces 4 semaines, c'est de la théorie. Mais de la théorie pour que vous ayez la culture de la start-up, que vous compreniez comment fonctionne une start-up. Et le reste du temps, on fait de l'appui à l'exécution de projets. Ça veut dire qu'on va aller avec vous, on va rédiger des lettres, on va faire avec vous un plan d'action. Chaque semaine, on voit comment vous avez avancé, pourquoi vous n'avancez pas, etc. Au bout des 4 semaines, vous avez un produit qui est là et vous faites ce qu'on appelle un débodé. C'est-à-dire que moi, en tant que directeur général de la SING, je vais inviter toutes les personnes que vous souhaitez avoir, ministres, directeurs généraux, je les invite ici pour que vous fassiez une présentation, un pitch de votre projet. Donc là, vous pouvez avoir des investisseurs, vous pouvez avoir des gens de votre famille qui peuvent vous aider, vous avez des gens qui peuvent venir faire de la critique constructive pour qu'au bout de cela, vous pouvez vous en sortir. Voilà. On a accompagné 82 entreprises comme ça. Pour certaines, c'est déjà des entreprises qui existaient mais qui voulaient se transformer. D'autres qui voulaient se lancer, d'autres qui cherchaient des financements, qui voulaient développer des applications. Donc, ils sont passés par ces programmes-là. C'est un programme qui marche très bien. Et est-ce qu'on peut avoir une idée en fait de solutions, comme je disais, que l'on a peut-être utilisé, que l'on a déjà vu une fois et qui sortaient d'ici de la SING, des exemples concrets? Alors, je vais vous citer 4 exemples. Le premier, c'est une application qui s'appelle Ekena, ekena.gr. Si vous partez à Port-Gentil, vous savez que pour aller à Port-Gentil, vous devez aller, pour votre billet, vous devez aller la veille au port, Oui. prendre le billet, revenir le lendemain. Voilà. Quand vous partez sur ekena.gr, vous pouvez acheter un ticket de bateau, de Logimar, comme vous achetez un billet d'avion. Et ça, c'est un jeune qui s'appelle Teddy Mba. Il y a 2 ans, il était à l'IST, il est sorti de là et il s'était rendu compte de ce problème-là. Et quand il allait voir les agences de voyage disaient en fait, nous on veut bien vendre nos tickets en ligne, mais il nous faut des serveurs, des informaticiens, tout ça. Non. Donc il a fait une solution web qui permet de gérer une agence de voyage sur son téléphone. Et donc avec ça, Logimar, ça leur permet aujourd'hui de vendre des billets. La dernière fois, il nous a dit qu'il atteint le 46 millions de chiffre d'affaires, de transactions. On l'a amené l'année passée à Paris, au salon Vivatech. Je veux dire, les Français, les autres pays africains, ils étaient étonnés de voir une solution comme ça parce que il a vraiment fait quelque chose qui est adapté à notre environnement, c'est sur Exactement. Le téléphone, quoi. Et si vous vous souvenez, le dernier accident qu'on a eu là, avec le bateau là, sur ce Port-Gentil, Esther Miracle, voilà, on ne savait pas exactement qui était dedans, sur etc. Le bateau et tout. Parce que beaucoup d'agences ne sont pas digitalisées. Avec sa solution, tout est digitalisé. Donc on sait combien de personnes sont dedans, les bagages, pourquoi, etc. Donc ça, c'est une solution qui marche très bien et qui est déjà utilisée par pas mal de personnes. Donc ça, c'est Ekena, le voyage. Une autre solution, alors ça, c'est plus si vous êtes à l'intérieur du pays, si vous habitez à Bitam ou à Mouila, ça s'appelle e-pharma. E-pharma, c'est des gens qui ont digitalisé la gestion des pharmacies. C'est qu'avant, les pharmaciens, surtout pour les pharmacies de l'intérieur du pays, ce sont des dépôts pharmaceutiques. Donc, vous avez des pharmaciens qui étaient obligés de faire des allers-retours entre Libreville et l'intérieur du pays pour aller voir un peu comment la pharmacie est gérée, la caisse, les dépôts, etc. Voilà, avec les vols et tout ce que vous imaginez. Donc, eux, ils se sont rendus compte que la plupart des logiciels qui existaient, c'était des logiciels en fait internationaux. Et à cause de ça, c'est pour ça que pendant des années, vous n'avez jamais vu d'application au Gabon où tu peux acheter un médicament dans une pharmacie gabonaise. Pourquoi? Parce que ces logiciels internationaux-là, il fallait ce qu'on appelle des API, des connecteurs qu'il faut en fait acheter ou demander à l'international. Compliqué. Les logiciels qui sont utilisés, qui viennent de l'international, les pharmaciens gabonais nous disaient on utilise peut-être 5% des fonctionnalités adapté, parce que c'est pas adapté à la CNAMGS et tout ça. Donc lui, il a fait un logiciel qui est complètement adapté. Et cette application e-pharma a une fonctionnalité qui s'appelle Toc Toc Médoc, qui fait que lorsque tu cherches un médicament, tu as juste besoin d'aller sur l'application et ça te dit dans quelle pharmacie ça se trouve. Comme ça, tu n'es pas obligé de tourner dans la ville. De tourner, ça c'est vraiment un problème, même à Libreville, quoi. Le docteur, quand il te fait une prescription, il sait que dans tel médicament en ce moment, dans la ville, il n'y en a pas. C'est en rupture, oui, j'ai déjà eu le coup. Tout le monde te dit c'est en rupture, tu as fini de faire tout Libreville, quoi. Exactement. Eux aussi, voilà, on les a aidés à lever une vingtaine de millions déjà le mois dernier. Et là, ils sont en train de se développer. Les pharmacies sont en train de l'apprendre. Ils ont installé ça dans des pharmacies à Libreville, à ITB, je pense. C'est génial. Voilà. Donc, c'est en place et c'est porté par une dame. Donc, on est constamment en train d'améliorer le produit. Ça marche aussi. Okay. Donc, ça, là, je vous ai 2 exemples de gens qui sont venus avec des idées. C'est qu'il n'y avait même pas un début de produit, il n'y avait rien. Après, on a aussi ces startups-là où il y a un début de quelque chose, mais on ne les a pas suffisamment propulsés, on ne les a pas structurés. Il faut beaucoup plus de structuration. Voilà.
Et là, je vais vous parler, par exemple, de Kabalou, Kabalou.net. Je lui dis bonjour parce qu'elle en ce moment elle est au Kenya. Elle représente le Gabon au Kenya dans un salon. C'est le Airbnb gabonais. Donc, quand vous cherchez des appartements meublés, logements, vous pouvez aller dessus et trouver des appartements. Ça marche très bien. Les bailleurs de fonds l'utilisent beaucoup, les expatriés. Lorsque vous avez votre propre propriété, vous n'avez pas envie de la mettre en agence parce que c'est compliqué. Vous pouvez directement leur confier ça, ils gèrent ça et puis voilà. Donc et ils prennent aussi par exemple les propriétés. Vous avez des papas là qui ont des maisons, la maison n'est pas design. Donc il vient, il te design sa couleur, tout ça, et puis il s'arrange avec le papa pour qu'il y ait assez de location pour rentrer. Voilà. Ça c'est aussi pour une dame, ça marche aussi très bien. Et puis vous avez Yobo Resto. Hein, vous connaissez bien Anthony. Oui, on connaît voilà. bien Yobo Resto. On est des grands utilisateurs et des grands consommateurs. Voilà. Anthony, on a aidé à lever de l'argent. Et lui, par exemple, c'est quelqu'un qui est passionné, qui connaît vraiment son business et qui avait toujours besoin de temps en temps de venir valider des idées ou d'explorer certaines idées. Donc, il venait nous voir souvent pour des conseils. Et puis, lorsqu'il a eu besoin de renouveler son parc de motos, parce qu'il emploie beaucoup de jeunes pour les besoins. Oui. Voilà. Donc, on a dit, rentre en programme, on réfléchit à comment on peut rendre ta solution beaucoup plus intéressante et on te apporte du financement. Donc, ça aussi, il a pu acheter des nouvelles motos. On l'a aidé à aller prospecter sur Port-Gentil. Pour ouvrir Yobo Resto sur Port-Gentil. Et puis, il a ouvert aussi, je ne sais pas si vous voyez Wings and Beer, je fais la publicité, hein, mais Wings and Beer. Wings and Beer, oui, voilà, j'ai vu ça sur l'appli. Voilà, je pense que je vais tester maintenant qu'on en parle. Exactement, voilà. Non, vraiment, il faut que c'est ça, c'est trop bon. Voilà. Et puis, je vais te citer une dernière. Alors ça, c'est ST Digital. Là aussi, c'est une autre forme aussi d'entrepreneuriat. C'est une jeune dame Laïka, donc qui est une ingénieure informatique et qui a décidé de se lancer. Elle travaille beaucoup dans les agences publiques et tout ça. Et puis pendant la période du Covid, tu vois, elle s'est dit pourquoi pas. Tu vois, elle est venue me voir. J'ai dit mais lance-toi. Au début, elle avait besoin de salles pour faire des formations et tout ça. Je lui ai dit écoute, je te mets à disposition des salles, des prix intéressants. Et elle s'est lancée. Et aujourd'hui, là, la semaine dernière, ils ont lancé ce qu'on appelle le cloud africain. C'est-à-dire que maintenant, lorsque tu as besoin d'acheter des domaines, des serveurs, ta messagerie, tu n'es plus obligé d'acheter dans des sociétés françaises, OVH, etc. Tu peux le faire directement chez eux, ça s'appelle Cloud Africa. Et tu peux acheter le point .ga. Ça c'est génial. Ça c'est vraiment génial. Directement chez elle. Et elle utilise comme moyen de paiement une solution de paiement qui s'appelle SingPay. Donc ça te permet de payer à RTL, Move et puis en carte Visa. Et ça a été développé par un jeune de USTM, Orphée, qui est notre développeur ici. Génial. Voilà. Donc concrètement, avec la NEF qui nous a accompagnés. Donc voilà. Donc concrètement, tu vois, ce sont des. Je pourrais t'en citer encore comme ça. Ce sont des solutions qui existent. Voilà. Et vraiment, ce que j'adore, parce que ce serait vraiment très, très vache de partir sans dire ça. Ce que j'aime vraiment dans les solutions que tu m'as présentées, c'est que dedans, on en a qui concernent l'intérieur du pays. C'est vraiment dommage qu'à chaque fois que l'on développe des produits, que l'on développe, lorsqu'on parle même d'entrepreneuriat, tout simplement, on est toujours focus sur Libreville, comme si le Gabon entier se concentrait sur Libreville qui regroupe 800 000, 1 million d'habitants. Or, le Gabon, c'est beaucoup plus grand que ça. Il y a des jeunes qui ont des idées à Franceville, il y en a à Makokou, il y en a à Bita, Maokonja, enfin. Pour peu qu'on les écoute et qu'on leur donne un petit peu d'attention. Donc, c'est vraiment ce que j'aime. Donc, Yannick, on va revenir un petit peu à toi. Avec tout ça, quel est ton parcours réellement ? Qu'est-ce que tu as fait en réalité dans ta vie pour arriver aujourd'hui à la tête de la Sing ? Bon, je commence par la maternelle ou bien Commençons par le lycée, c'est bien. Parce que j'ai fait un podcast avec un ami qui, lui, sortait du Prytanée militaire. Et c'est fou comment, quand il parlait du Prytanée, il y a plein de personnes qui sortaient du Prytanée qui s'en sont souvenues. Donc, si tu commences par le lycée, je suis sûre qu'ils seront nombreux à se souvenir. Alors, le lycée, je commence par le lycée. Alors, j'ai fait mon premier cycle au lycée d'application, Nelson Mandela. De la 6e en 3e. J'étais là-bas, c'est vraiment là-bas où j'ai mon cœur, quoi. Tous mes meilleurs amis, je les ai connus à cette époque-là. Et le second cycle, je l'ai fait au collège Bessieux. Pourquoi second cycle ? En fait, en seconde, j'étais un peu boucanier. Bon, on m'a sorti du lycée d'application. On t'a envoyé là-bas. Ouais, parce que de 6e en 3e, tant que j'avais mon tableau d'honneur, tant que j'étais parmi les premiers, Madame Lémanga disait, il n'y a pas de problème. Mais à partir de seconde S, les maths, tout ça, je commençais un peu à baisser. Elle m'a dit, mon gars, pas ici. Donc, je suis allé à Bessieux. Et à Bessieux, je suis une terminale D là-bas. Et donc, après mon bac,
j'ai voulu faire des études de commerce. Bon, tout de suite, je sais que c'est le commerce parce que mon père, c'était un comptable. Et donc, je me disais, bon le boss, ça va, il s'en sort bien, donc je vais faire comme mon père, quoi. Donc, au départ, je partais pour faire des études de comptabilité. Et je me suis donc inscrit dans une école de commerce franco-américaine. Donc, ça s'appelle le CFAM, le Centre franco-américain de management de Lyon. En fait, c'est une école préparatoire qui nous formait pendant 2 ans aux universités américaines. Ensuite, au bout de 2 ans, vous transférez en fait dans une université américaine. Et à la fin du cycle, vous avez à la fois un bac plus 5, donc français, et un diplôme américain de management. Voilà. Donc, je suis allé à Lyon. C'était 2 années géniales parce que en fait, c'est 2 années où vous vous préparez. Et puis, quand vous arrivez aux États-Unis, toute votre note revient à 0. Donc, vous pouvez groover, faire tout ce que vous voulez. Le plus important, c'est les dernières années, quoi. Donc, je ne vous raconte pas les péripéties. Voilà, les péripéties, les soirées, tout ça. Mais voilà, donc ensuite, j'ai fait 2 ans à Lyon en prépa. Et ensuite, je suis arrivé donc ça, c'était autour des années 2000. Et donc, en 2003, je suis arrivé, en fait, aux États-Unis, à Philadelphie. Donc, mon université, c'était Temple University, à J-Fox School of Business. Penn Non, pas Penn. La deuxième, c'est J-Fox. Oh, ok, J-Fox. C'est l'école concurrente. Je pensais que c'est UPenn. J'étais genre, oh, ok. Non, UPenn, c'est mon épouse, par contre. Audrey, mon épouse. Génial. Voilà. Elle était à UPenn. Voilà, elle était à UPenn et voilà. On s'est croisés sur le campus parce que j'ai créé une association de francophones. Dis-toi, quand on était sur le campus américain, on n'arrivait pas. Tu vois, il y avait les Jamaïcains, les Nigériens, mais les francophones, on n'arrivait pas à se voir, quoi. Oui, donc voilà. Toujours, on se fondait dans. Voilà, on a créé une association francophone et d'ailleurs, j'ai rencontré mon épouse comme ça, donc c'est pour te dire. Hein. Et voilà. Et donc, quand j'arrive aux États-Unis, il fallait que je choisisse en fait ce que je fallais faire. Et j'ai un ami à moi qui s'appelle Mohamed Diop. Bon, je lui dis un big up. Un jour, on était en stage, mon premier stage aux États-Unis, quand on allait à New York. On était là, il me dit, mais qu'est-ce que tu vas choisir comme diplôme et tout ça, quoi. Et moi, je lui dis, non, mais je vais faire comptabilité et finance. Il m'a dit, moi, je vais faire entrepreneuriat. Je dis, quoi? Genre, c'est la première fois que j'entendais ce mot-là, quoi. Oui. Je dis, entrepreneuriat. Et donc, il me montre l'université avait un livre, quoi, tu vois, à l'intérieur. Le flyer et tout, le document de présentation. Et là, tu as entrepreneuriat, régler les problèmes, gagner de l'argent. Je dis, mais ça, c'est le truc que j'ai toujours fait. Parce que, en fait, quand j'étais à BSU, j'aimais bien organiser des soirées de fin d'année. Tu vois, j'étais tout le temps dans le. Je me dis, mais c'est carrément ce que je veux faire. Donc, je suis allé au centre pour choisir. J'ai dit, je vais faire entrepreneuriat. J'arrête la comptabilité. J'étais là, bon, mon père va s'énerver si je ne fais pas la comptabilité, donc j'ai fait entrepreneuriat avec un mineur comptabilité. Et puis voilà, donc j'ai eu mon bac plus 5 en entrepreneuriat et en même temps donc un diplôme bac plus 5 en management et marketing international. Et pendant mon temps à l'université, j'adorais parce que j'étais en fait dans le club d'entrepreneurs. Donc, j'ai participé à des concours de business plan à l'université. Génial. Je gagnais $10 000. Mon premier concours. Avec un pote, on a créé une start-up qui crée des sites internet pour les petites PME en fait, dans la ville et tout. Donc ça, j'ai adoré ces années-là. Et dès que j'ai terminé, donc autour de 2007-2008, et ben, là, c'est mon premier emploi. Mairie de Philadelphie. En fait, il y a une société qui s'appelle PCDC. Donc, c'est une agence de développement économique. Et là, mon travail, j'étais responsable de toute la zone ouest de Philadelphie. Mon travail, c'était en fait de prendre les statistiques de la ville, des commerçants, les aider quand ils étaient en difficulté et proposer en fait des politiques, des programmes au maire de Philadelphie. Donc, il y a eu la crise financière. Quand la crise financière est venue, donc on a fermé l'agence. Et ensuite, donc, d'une agence de 50 personnes, on a gardé 5 personnes, j'étais dedans. J'ai été recommandé par le directeur général de l'agence qui a dit au maire à l'époque, non, ce petit-là, il faut le garder. Voilà, donc, et c'est comme ça que j'ai intégré l'équipe, le département de commerce américain de la ville de Philadelphie en tant que responsable des programmes. Et le programme que j'avais en charge, c'était un programme qui était financé par la Maison-Blanche, qui servait en fait à financer toutes les entreprises qui étaient en difficulté et qui voulaient se transformer. Et c'est à partir du moment où j'ai vraiment découvert le numérique. C'est vrai déjà qu'à l'université, j'avais découvert j'ai découvert un peu le numérique dans mon club, par un pote qui m'aidait à faire des sites internet. Mais à l'université, j'ai compris que finalement, le numérique va être un truc important. C'est-à-dire que tu as l'entreprise. Dans le siècle d'avant, c'était si tu maîtrisais un peu tout ce qui est béton, construction, tu peux aller loin. J'ai compris que le numérique, ce serait vraiment l'avenir, quoi. Et donc là, je me suis intéressé vraiment à ça. Et ben, je me suis rendu compte qu'à partout où je passais, ce qui me permettait d'évoluer en salaire, en poste, c'est parce que j'avais toujours la maîtrise du numérique. Voilà. Donc, j'arrivais dans le département, par exemple, on avait des départements où il n'y avait pas de statistiques. Voilà, en 2-4-6, je montais une application qui permettait de capter les statistiques directement. Donc, le patron, il voit ça. C'est d'ailleurs pour ça que quand on ferme l'agence,
on me recommande parce qu'on dit en fait c'est lui qui a toutes les bases de données et tout, il faut y aller quoi. Et donc à partir de 2011-2012, il y a eu la grosse crise et je me rappelle on m'a mis dans une task force pour réfléchir à comment sauver l'économie en fait de Philadelphie. Et là j'étais dans une salle et puis il y a un monsieur au moment où on va avant de s'asseoir, il demande mais en fait un petit qui est là, il sort d'où tu vois? J'étais genre tu vois le seul black très jeune et tout ça. Et là, quand tu as déjà vu les expériences où genre, tu es là, et puis tu sens que tu sors de ton corps, genre, il me dit tu es où? Et puis c'est genre un monsieur qui t'a dit non, mais c'est un jeune africain qui travaille avec nous, il est vraiment bon et tout ça, quoi. Et là, je me suis dit, mais tiens, là, je suis dans une salle. Philadelphie, c'était quoi? C'est 2 millions d'habitants. C'est la 5e plus grande ville en termes de PIB. En termes de PIB, tu vois. Je me suis dit, mais si on m'appelle là pour gérer les problèmes de 2 millions d'habitants, dans mon pays, on était quoi, 1 million et quelques. En plus, voilà. Et on m'aurait jamais demandé si c'est qui, parce que dans mon pays, j'ai le réseau, je sais qui. Je dis, mais qu'est-ce que je fais? Je suis pas arrivé au bout de ce que je suis venu faire ici. Il est temps pour moi de rentrer. Voilà. Par contre, j'avais juste une seule crainte, c'est que depuis l'époque de Bessieux, en fait, depuis mon bac, jusqu'à cette époque où je travaillais là, j'avais plus jamais étudié en anglais, en français. Je connaissais pas le système francophone. Donc, j'avais juste peur que, genre, si je quitte les States, j'arrive directement au Gabon, non, ça va être bad. Le choc. Voilà, le choc. Donc, entre-temps, j'ai rencontré Audrey, qui, elle, est française. Donc, je me suis dit, tu sais quoi, je vais repasser par la France. Je vais continuer un peu d'études. Et puis, comme ça me permet un peu de m'acculturer avant de rentrer. Voilà. Oui. Mon plan, c'est qu'il fallait que je rentre au Gabon genre en 2016. C'était un peu mon plan, tu vois. Donc, lorsque j'arrive donc en France, je reprends des études. Donc, je rentre à l'école centrale Paris, l'école polytechnique, pour faire un diplôme d'expert en génie industriel et services. Donc, expertise d'une start-up. Donc, j'ai fait cette expertise-là à l'école polytechnique. Et puis, en parallèle, je travaillais. Donc, je travaillais pour l'agence de santé du numérique. Donc, c'était ceux qui font un peu les cartes vitales. Oui. Voilà. Donc, je travaillais pour eux. Je travaillais aussi pour une boîte qui faisait tout ce qui est e-fiscalité. Voilà. Donc, là, tu vois, en France, aux États-Unis, je fais beaucoup dans le développement économique. Et en France, je rentre beaucoup dans les projets sociaux. Voilà, sociaux et numériques, en fait. Et puis là, un jour, j'ai eu une amie, Léa, je choisis. Donc, c'est une amie, c'est une Gabonaise qui est là. Et puis, je dis, mais pourquoi, genre, elle n'avait pas de boulot à l'époque, quoi. Elle me dit, ouais, mais tu vois, en France, c'est un peu difficile. Et genre, je suis en train d'essayer de rentrer au pays. Je dis, ah bon? Et ouais, mais je sais pas comment faire. Et puis, je suis tombé sur un salon qui se passe tous les ans dans les grandes écoles en France où il y a des chasseurs de tête qui viennent, en fait, recruter les étudiants, quoi. Je dis, bah, écoute, je t'accompagne. Et quand on y va, j'entends un gars qui dit comment, non, Gabon émergent, machin. C'est quoi ce truc? Donc, je vais dans la salle, je vois, c'est un Sénégalais, quoi. Tu vois. Victor Ndiaye, tu vois, il parle. Ouais. On est en train de faire un truc génial au Gabon, on est en train de lancer le plan stratégique Gabon émergent. Je lui dis, mais vous n'êtes pas Gabon. Il me dit, non, justement, on cherche justement les Gabonais pour. Il dit, ah bon? Je lui dis, mais moi, je rentre en 2016. Il me dit qu'à 2016, c'est maintenant qu'il faut rentrer parce qu'ils cherchent justement des profils de Gabonais pour venir mettre en place le plan. Voilà. J'hésitais, tu vois, pendant 1 an. Il me faisait des propositions. Je lui dis non, mais je ne veux pas rentrer parce qu'on va me faire rentrer au PDG, on me fait prendre de la loge. Il me dit laisse-moi tout ça. Si tu viens, tu vas bosser. Et puis un jour, donc il est à Paris, il nous invite à prendre un verre. Et puis il rencontre aussi mon épouse. Il dit oh, mais elle fait quoi? Je dis non, elle est responsable administrative, etc. Il dit c'est quoi, je vous embauche, vous deux. Je vous embauche, vous deux, je vous loge au Frangipanier. Ça, c'était carrément la raison du style, comme tu veux pas rentrer, laisse-moi te donner une raison de bien rentrer à la maison. Avec un contrat d'espace. En plus, moi, je pensais que ma femme allait bouder parce que, tu vois, les Européennes, elles ont dit, non, quoi, ça, c'est une bonne opportunité, tout ça, tu vois. On est venu. On est installé et le reste, c'est l'histoire. Donc là, quand je suis arrivé, à l'époque, il fallait mettre en place le bureau de coordination du plan stratégique Gabon émergent. Voilà. Donc là, il fallait faire le tour des administrations, structurer les projets, mettre en place un système de gestion de projets administratifs. Donc ça m'a permis de connaître toute l'administration. Aujourd'hui, quand les gens sont étonnés que je connais un peu tout le monde, ça vient de là parce que je suis vraiment littéralement parti dans chaque ministère, dans chaque direction pour comprendre quels sont les projets que vous avez. Si vous n'en avez pas, je vous aide à les structurer. Step by step. Exactement. On a travaillé aussi avec le secteur privé, génial. Tu vois, les banques, les assurances, etc. Voilà. Donc voilà un peu pour mon parcours, comme j'arrive au Gabon. Et juste après, l'ANPI. Donc je suis directeur de la stratégie, directeur général de la stratégie et du marketing.
Donc là aussi, il fallait créer l'agence. L'agence n'existait pas. Et donc, on s'est dit comment on fait en sorte qu'au Gabon, on puisse créer une société en moins d'une semaine, voire en 48 heures. Ça faisait 20 ans que c'était écrit dans les textes, mais que c'était peu une réalité. Donc, avec Madame Abouna et toute l'équipe, à l'époque, il fallait mettre ça en place. Aujourd'hui, c'est une réalité. D'ailleurs, votre dernier invité a été directeur général. Oui, oui. Voilà. Et ensuite, la SINC. La SINC, c'était donc là en 2018. J'ai aimé le challenge de la SINC parce qu'auparavant, j'ai déjà monté un peu avec Madame Christine Guerrier, un incubateur qui s'appelle Entrepreneurium. On a travaillé au Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Rwanda, etc. Et là, je me suis dit, avec la SINC, on peut faire quelque chose de beaucoup plus grand et beaucoup plus intéressant en termes de numérique, la jeunesse. J'espère que j'ai ça. C'est bien, donc c'est complet, c'est complet et c'est vraiment ce dont on avait besoin parce que du coup, on comprend un petit peu tout l'enchaînement et c'est toujours important de revenir un petit peu à la question du lycée parce que il y a des jeunes qui parfois ils sont au lycée, ils sont vraiment à fond dans les clubs d'anglais ou je sais pas, ils sont à fond dans l'organisation de soirées et autres et quand ils arrivent à l'université et qu'on leur demande quelles sont leurs forces, en fait ils ne pensent jamais aux choses qu'ils faisaient de manière parfois, tu sais, tu fais un truc comme ça sans véritablement mettre de l'énergie, mais ça marche parce que tu es bon dans ça. Et ils ne pensaient jamais à ça. Or, ça peut être des forces. Il y a des jeunes aujourd'hui, ils créent des affiches pour leur petit groupe de rap. Ils sont encore en 3e ou je sais pas, on les voit tous quand ils viennent à Urban, où ils te font des clips vidéo avec des iPhones. Ils ont des logiciels pour monter à l'intérieur, le son, la vidéo, tout est géré, ils gèrent tout avec le téléphone. Et une fois arrivés à l'université, quand on leur demande c'est quoi vos forces, tu vois, ils rament un peu. Et c'est important de parler de cette partie-là où, tu vois, tout ce que tu as fait, en vérité, tu comprends que c'est chacune... les choses s'imbriquaient d'elles-mêmes. C'est ça, voilà, chaque expérience qui renforce une autre. Exactement. Ouais. Et franchement, c'était vraiment ce dont nous avions besoin. Maintenant, aujourd'hui, quand on parle de la création d'entreprises, tu m'excuseras Yannick, mais avec ton parcours, je pense que tu es d'accord avec moi, on se concentre beaucoup sur les aspects matériels. Dès que quelqu'un veut créer une entreprise, j'ai pas d'argent, tu sais là où je suis là, j'ai pas le bureau, il y a même pas la peinture, la chaise, la clim, enfin, on est vraiment sur des aspects matériels et sur des aspects financiers. Les locaux, les fournitures, comme je disais, et on néglige souvent des aspects immatériels qui, à mon sens, sont vraiment indispensables à la vitalité de l'organisation. De tout ce que j'ai entendu, c'était un peu de manière implicite parce que tout ceci, c'est aussi la culture d'entreprise, de ton expérience même aux États-Unis. Comment tu arrives à te mouvoir dans un environnement. Tu arrives dans une entreprise, il n'y a pas de statistiques. Mais le truc est tellement, en fait, le mood de l'entreprise est tellement bien que tu te dis, j'ai envie d'apporter ma pierre à l'édifice. Et puis tu le mets en place et ainsi de suite. Donc, parlons de culture d'entreprise. Est-ce que ça te parle? Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est selon toi? Alors, la culture d'entreprise, c'est essentiel. Comme tu dis, lorsque je veux monter une entreprise, c'est pas la peine de penser à tout ce qui est équipement, tout ça, si tu ne sais pas quelle est la culture que tu vas donner à ton entreprise. La culture d'entreprise, c'est quoi? Ça va être toutes les valeurs qui va finalement dicter la manière dont tout le monde va se comporter, voilà, dans l'entreprise. Et quand une culture va aussi va en fait fixer les objectifs que vous allez avoir. C'est-à-dire que pour atteindre certains objectifs, il faut une certaine type de culture. Il y a des objectifs où il faut être des gens chauds, des objectifs où il faut des gens doux, et aussi il faut des gens brutaux. Voilà. Exact. Donc, c'est très important de savoir quelle est la culture que je veux développer et de quelle culture j'ai besoin pour pouvoir atteindre mes objectifs. Et moi, partout où je suis parti, d'abord, partout où je suis parti, la culture d'entreprise était très importante. Et dans les départements que j'ai dû diriger ou dans les entreprises que j'ai dirigées, c'est la première chose que je formalise avant la stratégie même. Parce que je sais que quand on a une bonne culture, on a la bonne équipe et donc on va atteindre nos objectifs. C'est bien de parler de ça. La première chose que tu formalises dès que tu arrives dans une entreprise, lorsqu'on évoque la question de culture d'entreprise, ça peut sembler, lapidaire, un peu nuageux comme ça pour certaines personnes. Concrètement, en fait, comment est-ce que cela se fait? Est-ce qu'il s'agit je sais pas, d'un téléchargement, d'une création? C'est-à-dire tout de suite, j'ai mon téléphone, je vais sur Google, culture d'entreprise pour une radio, par exemple. C'est quoi exactement? Comment est-ce qu'on le met en place? Est-ce qu'on le crée? Si oui, on doit s'appuyer sur quoi? Quels sont les préalables? Et voilà, de quels éléments est composée en fait la culture que l'on va impliquer ou adosser à son entreprise? Alors, pour faire très simple, la culture, je ne sais pas si souvent dans votre famille, par exemple, quelqu'un fait quelque chose et on dit « Ah non, chez nous, on ne fait pas ça. Le chez nous, là, oui, c'est la culture. C'est que
Chez nous, on ne fait pas ça. D'accord. La culture aussi, c'est quand vous avez souvent une entreprise, ou bien comme ici à l'école, il y avait le groupe des bosseurs, hein? Le groupe des boucaniers, voilà. Le groupe des groovers, des viveurs. Voilà. Salut les amis, je ne citerai pas vos noms. Exactement. Tu vois, ça, c'est la culture. C'est que le groover, quand il arrive et qu'il trouve les gens qui sont un peu studieux là, ils ne se sentent pas à l'aise. Tu vois, parce que, voilà. Et parfois, tu peux changer même la culture. Hein? Moi, par exemple, j'étais un élève très bavard en classe. Parfois, on me dit, bon, tu vois, on va te mettre à côté de quelqu'un qui est très calme. À la fin de l'année, le gars, il est même plus boucanier que moi. Donc, c'est que tu as transféré ta culture auprès de lui. Donc, la culture, comment elle se forme? La première chose, ce sont les valeurs. Okay? Donc, comprenez, vous avez une entreprise. Ce que vous allez faire, c'est quoi? Vous allez asseoir les employés. Et vous allez demander aux employés de prendre une feuille de papier. Et vous allez leur poser la question. S'il y a deux ou trois personnages, vivant, mort, fictionnel ou réel, à qui vous pensez tout de suite que si ce personnage-là travaillait dans la boîte, vous pensez vraiment que votre boîte serait la meilleure? C'est que si je prends Urban FM, c'est que vous pensez à qui que si ce gars-là travaillait Urban FM, mais vraiment... Je pense que là, tout Libreville a déjà répondu. Tu vois un peu, non? Jordan. Tu m'as dit un peu, voilà. Oui. Jordan. Ok. Et à partir de ce moment, donc vous allez laisser chacun répondre comme ça. Et chacun va vous citer des personnages. Et vous allez poser maintenant, pourquoi ces personnages-là? Pourquoi vous pensez Jordan? Parce qu'il a la culture de la gagne. La ténacité. Voilà. Il a un côté cool. Et quand il ne se laisse pas abattre malgré les refus, quoi. Exactement. Donc, ça veut dire quoi? Si nous tous, on est d'accord que Jordan, ce serait le gars, c'est-à-dire que nous tous, on doit se comporter comme Jordan. Et là, à partir de là, donc pour chaque personnage... Ce sont ces qualités-là qui vont être désormais nos valeurs. Les valeurs. Les gens font souvent l'erreur de prendre, tu vois, les kakémonos, mais valeurs. Professionnalisme. Probité. Probité. J'ai vu ça dans une administration, vous reconnaissez, vous savez qu'il n'y a pas ça là-bas. Enfin, je dis ça. Est-ce que tu veux? Non, là, on sort de ces valeurs-là qu'on voit dans les affiches, tout ça. Là, c'est vraiment, quelles sont nos valeurs? Donc, quelles sont les valeurs auxquelles on croit et que l'on partage ensemble. Oui. Tu vois? Donc, quand vous allez citer, vous allez voir que si chacun doit citer 3 qualités de Jordan ou dans les personnages, il y aura peut-être 2 ou 3 sur lesquels on va tous se retrouver. Et ces valeurs sur lesquelles on va se retrouver, on va donc les définir ensemble. On va dire, OK, quand on dit que non, il ne se laisse pas abattre. Il ne se laisse pas abattre, ça veut dire quoi? Si je suis à Urban FM, ne pas se laisser abattre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il n'y a pas le salaire, je viens quand même. Ça veut dire que, voilà. Et ça, on va écrire ça sur un document. Pour que tout le monde comprenne très bien, ne pas se laisser abattre veut dire quoi. Et si je suis votre consultant, dans vos kakémonos là, il n'y aura pas genre valeur résilience. Non, parce que ne pas savoir c'est la résilience. Non, résilience, ça peut avoir beaucoup de... La valeur, ce serait, nous ne nous laissons jamais abattre. Et nous innovons tout le temps. Est-ce que tu vois un peu? Et donc, ça veut dire qu'à chaque fois que je viens au boulot, je sais que, voilà. Et, voilà. Et à partir de là, vous allez avoir les valeurs qui vont vous guider. Alors, c'est très important. Une fois que ces valeurs sont fixées, il faudrait que le chef, il embauche ou il vire en fonction de ces valeurs-là. Hein? Nous, à la SIG, faire beaucoup avec peu, le plus important, c'est le résultat. Donc, quand tu es embauché, quand tu fais des évaluations, on ne regarde pas d'abord quelles sont tes capacités techniques, compétences. Est-ce que tu partages les valeurs? Donc, nous, quand on fait des entretiens à la SIG, ta ligne des valeurs, on dit quelles sont celles que tu coches. Si on voit que tu n'as coché de rien de tout ce qu'on a fait, on sait déjà que même si tu as un bon diplôme, tu as un bon truc, c'est pas bon. Ça ne te parle pas. Parce que quand tu vas venir... Tu vas rester accroché au salaire, vous ne me payez pas, je ne travaille pas. Voilà. Je travaille de 7h30 à 15h30. Voilà. Faut pas trop me fatiguer après. Tu as déjà vu le genre de personnes qui te disent par exemple que non, moi je ne viens pas au travail pour avoir des amis. Voilà. Celui qui parle comme ça là, c'est que... Ils ne partagent pas la culture, tu vois. Oui, il y a des gens comme ça. Donc, il faut vraiment que cette culture-là, une fois, quand on embauche les gens ou bien quand on les vire, c'est par rapport à ça. Donc, ça veut dire qu'il faut les évaluer. Donc, nous, quand on fait des évaluations, première partie d'évaluation, soyons créatifs. Sur les 3 derniers mois-là, qu'est-ce que tu as fait de créatif? Faisons beaucoup avec peu. Sur les 3 derniers mois-là, qu'est-ce que tu as fait? Si, au bout de 2 fois, tu as évaluation satisfaisante, et vous allez voir que souvent, les gens qui ne sont pas alignés à votre culture, au début, font un peu semblant. Après un certain temps-là, ils vont commencer à avoir des problèmes avec les gens. Oh non, le problème c'est que... Et puis, oui, c'est eux qui emmènent les problèmes dans la boîte. Elle m'a regardé comme ça, il m'a pas dit bonjour le matin. Voilà. Ils s'accrochent sur des petites choses. Et parfois, ils partent tout seuls. Oui. Ils partent tout seuls. Et du coup, vous avez une boîte
vous avez l'impression que tout le monde se ressemble. C'est que quand vous partez au bar des femmes, vous avez l'impression que tout le monde, c'est les petits d'Afresh. Oui. on est tous de la même famille. Tu vois, non. Hein? D'Afresh, on a l'impression que quand vous allez à BGF, là, vous avez l'impression que même à Bibi, elles sont même les petits Oyima. Oui. Voilà. De la manière dont ils parlent, dont ils marchent, dont ils se comportent et tout. Hein? Vous avez à l'époque de nos frangins, les blancs là. Vous avez tous la même tenue. Hein? Oui, c'est ça la culture, tu comprends, non? Voilà. Maintenant, on a le grand Olivier qui est venu. Ou à l'époque d'Omar Bongo, tout le monde, ils avaient leurs mains comme ça dans la veste. Voilà. Et tout. Ouais. C'est ça la culture. Et donc, quand c'est comme ça, et donc tout le monde, donc, maintenant le chef a ses propres petits. Et donc, vous avancez à une vitesse qui est maintenant, genre, tout le monde sait ce qu'il vient faire parce qu'on sait pourquoi on est venu là. On ne discute pas sur les choses. Donc, ça, c'est la première chose, donc les valeurs. Une fois que tu as établi les valeurs et que les valeurs doivent être écrites quelque part. Alors, chez nous, la signe, c'est dès que tu ouvres l'ordinateur, les valeurs sont là. Quand vous prenez nos kakémonos, les valeurs sont là. On a une réunion qu'on fait tous les lundis. On te prend au hasard, tu dois citer les valeurs. Quand je dis citer les valeurs, c'est pas genre, par exemple, soyons créatifs. C'est pas dire non, être créatif, c'est soyons créatifs. Celui qui rate, il met 1000 francs dans la caisse. On a une caisse qui s'appelle Caisse Fun, où tous les vendredis, on va prendre un petit after, tout ça là. Donc, grâce à la Caisse Fun. Voilà, donc si tu rates là-bas, donc ça, c'est pour que à chaque fois, tout le monde se rappelle. Une fois que la culture sont là, tu dois maintenant avoir les bonnes personnes. Les bonnes personnes à la bonne place. Quand on dit souvent les bonnes personnes à la bonne place, on peut penser que, par exemple, le ministre de la Santé devait être médecin. Oui. Hein? Oui. Voilà. C'est exactement la logique, mais nous ne commenterons pas. Voilà. Est-ce que tu vois un peu? Donc, la bonne personne à la bonne place, c'est quoi? Le conseiller en com doit être journaliste. Voilà. Alors que c'est pas ça. La bonne personne, c'est la personne qui partage les valeurs du chef. Hein, parce que dans une bonne entreprise, dans une bonne culture d'entreprise, tu dois avoir un chef, une seule culture. Tu ne dois pas avoir des sous-cultures. C'est que tu ne dois pas avoir dans une entreprise des cultures des gens qui sont comme d'Afresh et puis des cultures des gens qui sont comme... Parce que c'est tout à fait vrai ce que tu dis, parce que c'est le chef qui a la vision, qui conduit la boîte. Si du coup, on ne partage pas les valeurs du chef, donc on ne partage pas sa vision, mais en fait... l'entreprise va partout et dans tous les sens. Non, oui, vous allez avoir des difficultés. Donc, c'est pour ça que le rôle du chef dans ces cas-là, c'est de veiller à ce que cette culture n'est jamais altérée. Donc, lorsqu'il embauche, attention. Lorsqu'il voit qu'il y a des gens qui tentent de vouloir altérer, il doit tout de suite être très ferme. Il dit attention, ça, c'est la culture que tu veux toucher là, on ne joue pas avec ça. Okay? Donc, la bonne personne, c'est la personne qui est alignée sur les valeurs du chef. C'est pour ça qu'on se demande toujours que... Mais... Pourquoi, chez le Premier ministre, on entend qu'il n'y a que des vents? Il fait ça. En réalité, ce qu'il est en train de faire, c'est qu'il veut avoir des gens qui sont alignés sur ses valeurs. Et le plus facile, je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire, mais le plus facile, c'est d'aller prendre les gens avec qui tu as grandi. La même origine, voilà. Parce que vous êtes fait du même bois. Exactement. Et parce que souvent, justement, les leaders ne prennent pas le temps de bâtir une culture au sein de l'entreprise. Donc, ils sont obligés d'aller chercher des valeurs qui sont en dehors. Établir des valeurs qui sont déjà établies, qui sont là. Quoi. Exactement. Alors qu'il faut prendre cet effort-là, de prendre des gens de manière objective, tu les fais rentrer, et ces personnes de manière objective, tu les fais adopter tes valeurs. Et tous les gens qui partagent ces valeurs ne sont pas nécessairement de ta famille, ni de ton village. Les valeurs, même quelqu'un, tu vas en Chine, il y a quelqu'un qui est honnête là-bas. Il vient. Est-ce que tu vois un peu? Voilà. Donc, ce que tu fais, c'est qu'il faut t'assurer que la bonne personne, c'est la personne qui partage ses valeurs. Et la personne qui a la bonne place, c'est quelqu'un qui a envie de faire ce qu'on lui demande de faire, qui comprend ce qu'on lui demande de faire et qui a la volonté de faire ce qu'on lui demande de faire. C'est que tu peux comprendre ce qu'on lui demande de faire, mais tu n'as pas envie. Tu bloques. Tu as peut-être envie, mais tu ne comprends pas. Tu comprends, mais tu n'as pas les capacités. Donc, moi, je rajouterais quelqu'un qui fait ce qui doit être fait. Même si on ne te l'a pas demandé, tu sais que là, il y a un besoin et tu sais que tu peux le faire, donc tu le fais. Mais dans les règles que je te donne là, j'ai envie. Oui, c'est ça, c'est vrai. Je n'ai pas l'ordi pour faire ce que tu me demandes de faire. Oh, j'ai l'ordi, mais je ne sais pas, personne ne m'a appris à faire. Donc, et souvent, quand tu vois quelqu'un qui se débat, quelqu'un qui se plaint dans l'entreprise, tout ça, c'est souvent parce qu'il ne veut pas avouer que chef, en fait, je n'ai pas compris. Bien, chef, j'ai compris, mais je n'ai pas envie. Chef, j'ai envie, mais je n'ai pas les moyens. Donc, il faut que ces trois-là soient réunis pour que la personne puisse être à la bonne place. Et en plus, il faudrait que ce soit aussi quelqu'un qui soit un poste qui est aligné avec ses qualités. C'est-à-dire que si tu es quelqu'un de timide,
Si on te met à l'accueil, c'est un peu compliqué. Ouais, clairement, le bonjour froid entre les dents et tout ça. Ouais, il faut bien regarder ça. Et un point aussi qui est important aussi, c'est-à-dire qu'il ne faut jamais embaucher quelqu'un et l'utiliser en dessous de ses capacités. Moi, quand je embauche les gens, je demande s'ils ont d'autres qualités. Parce que non, j'avais une là, elle était à l'accueil, mais c'était également elle aimait recevoir les gens. Donc du coup, je lui ai dit, tu sais quoi, à chaque fois qu'on va faire les événements ici, là, au lieu d'aller chercher les traiteurs, tout ça là, elle était comme aux anges. Son boulot prenait une autre dimension, tu vois. Parce que là, elle n'était plus juste à bonjour, vous êtes venu faire quoi, tout ça. Maintenant, elle savait que quand les événements, c'était elle qu'on mettait comme en star. Vous voyez un peu? Chacun d'entre nous a des qualités cachées. Et quand quelqu'un vient travailler chez vous, demandez-vous. Il y a quelqu'un, tu l'appelles le week-end, c'est un grand rappeur, c'est un grand chanteur. Quand vous avez les événements, c'est lui qu'on met MC pour animer un peu. Tu vois, j'avais une assistante. Voilà, elle aime bien décorer, tout ça là. Ben écoute, elle n'est pas infographe, mais à chaque fois qu'il y a un travail d'infographie, on y va travailler avec les frangins parce que. Et ça fait qu'elle s'épanouit. Donc, quand elle vient au boulot, elle n'est pas juste en train de travailler pour gagner de l'argent, mais elle est en train de faire quelque chose qui fait plaisir. Donc, la culture, c'est des valeurs, les bonnes personnes à la bonne place. Et la dernière chose, ce sont les procédures, les process. C'est que quand vous venez à la CIG, je t'ai parlé des programmes là. Oui. Nos programmes sont huilés. C'est pour ça qu'il n'y a aucun incubateur qui peut nous toucher. Donc, l'intérêt d'avoir un manuel de procédure clair. Clair, mais pas touffu. Ça ne doit pas être une Bible. Chez nous, chaque programme a un nom et la procédure tient sur une page. Hein? Donc, c'est-à-dire que quand tu dis... Voilà. Donc, quand tu dis à quelqu'un... J'essaie d'être l'avocate des manuels de procédure dans ce pays. C'est bien que tu en important. parles parce que... Mais moi, je dis que nous, on a écrasé la compétition comme ça, quoi. C'est-à-dire que dès que vous me demandez d'accompagner des startups, l'une ou l'autre, c'est que nous, on a une manière huilée de la faire qui va tellement vite. Pourquoi? Parce que tout le monde sait déjà comment exécuter. Et tu peux être arrivé hier chez nous, mais tu sais comment se déroule un programme parce que chaque programme est codifié. Et tu sais, vraiment pour aller dans ton sens, la plupart du temps, le désordre que l'on observe dans certaines organisations, je ne vais pas dire administration ou entreprise privée, c'est tout le monde. Hein. C'est parce qu'il n'y a pas de procédure en fait. Bien sûr. On ne sait pas exactement par où on entre, on ne sait pas par où on sort, on ne sait pas ce qu'on fait en temps au milieu, parce que selon que ce soit lundi, mardi ou jeudi, ça change. Ou selon que tu es Jacqueline, Jean-Pierre ou Guy Noël à l'entrée, ça change aussi, tu vois. Est-ce que tu sais que le jus que tu prends là, c'est une procédure? Hein? C'est bien. Hein, quand vous venez ici, là, vous allez croire que non, bouteille. Non, ça, c'est-à-dire que n'importe quelle personne qui rentre, il sait. Voilà. Mais et ça ne ment pas. Quand une entreprise a un manuel de procédure, ça ne ment pas. Et je fais un clin d'œil à notre radio parce que voilà. Hein, c'est voilà. Un peu quand vous rentrez à la CIG, je crois que tu es venu plusieurs fois ici. Plusieurs fois, c'est la même chose, ça ne change pas. Tu as l'impression parce que tout est vraiment codifié. Et quand vous faites ça, d'abord, le travail est plus facile pour tout le monde. Je te promets, ça devient instinctif parce qu'il n'y a pas de surprise. Tout le monde sait un peu comment gérer les choses. Exactement, voilà. Yannick, une fois que la culture d'entreprise est établie, donc on a bien identifié les valeurs et tout, on a mis la personne qu'il faut à la place qu'il faut, on a établi le process. Comment on s'assure de son succès? Comment on garantit l'implication des collaborateurs et leur compréhension de la démarche avec le temps? Parce qu'au début, une fois qu'on a fait ça ensemble, on est motivé, hein, on est content. Ça. Mais après, le temps passe et puis c'est comme dans un couple, on rentre dans la routine et puis on peut très vite, sortir du chemin, quoi. Voilà. 3 choses. La première chose, c'est qu'il faudrait que vous ayez une stratégie, une vision, une stratégie claire qui soit partagée. Ouais, un peu. À la CIG, tous les lundis, je vous demande c'est quoi la stratégie. On a une stratégie qui s'appelle Autonomie 2023. C'est quoi les 3 axes? Et ces 3 axes-là, toi-même, là, toi qui es là, comment tu contribues à cet axe-là? Chacun d'entre nous a un indicateur de la stratégie dont il est responsable. Quand je dis chacun d'entre nous, je vous dis que c'est jusqu'à la ménagère. La ménagère sait ce qu'elle doit faire pour qu'à la fin de l'année, on ait nos 200-300 millions de chiffre d'affaires. Elle le sait. C'est que quand vous venez ici, tout est clean. Si c'est pas clean, on ne peut pas tout est clean et ça sent bon. Donc forcément, quand les gens viennent ici, ils se sentent à l'aise et s'ils doivent donner de l'argent, ils sont plus contents de donner. Vous voyez un peu, non? Et donc, s'il y a un jour, elle n'a pas fait la routine, lundi, les fenêtres, mercredi, les escaliers... Ce bâtiment que tu vois, ça a plus de 5 ans, on fait tout pour le maintenir parce qu'on sait que c'est voilà. Et donc, c'est-à-dire que les ménagères aussi, on les chouchoute aussi. Elles doivent être bien payées, etc. Donc, une stratégie claire qui est partagée, que tout le monde sait quelle est ma contribution à cette stratégie. Oui. Quand on voit beaucoup de gens qui viennent au travail, la dernière fois,
je sais pas pour critiquer mon bon grand, hein, mais le père me disait que non, il y a que de la culture des Gabonais où je viens juste pour prendre mon argent, où je ne suis pas passionné. Souvent, c'est parce que vous prenez le gars, vous allez juste au ministère de l'économie, vous demandez à la frangine que non, la loi de finances se montre comment. Elle ne sait pas. Quel est l'objectif? C'est ma question depuis... ceci est un appel. Ouais. Pardon Yannick, je profite. Pause publicitaire. Pour toutes les personnes qui pourraient m'expliquer ce que c'est que la loi des finances, comment ça fonctionne, quels sont les éléments qui la composent. S'il vous plaît, prière de venir à Urban FM, j'aimerais bien faire un podcast avec vous. Fin de la pause publicitaire. Non. Je suis au ministère de la Santé. Quels sont les objectifs du ministère de la Santé? Tu viens tout le matin là, c'est quoi l'objectif du ministère? C'est quoi quelle est la grosse problématique que le ministère essaie de régler? Voilà. Mais ça, c'est le travail du chef, de s'assurer que tout le monde comprend pourquoi il vient ici, quel est l'objectif qu'on doit atteindre. Moi, je dis à mes gens, on va pêcher. Si on n'attrape pas de poisson, personne ne mange. Donc, tout le monde sait pourquoi il vient ici. Donc, la vision, elle doit être claire. Deuxième élément, évaluation. Évaluation des performances. Tu vois, pourquoi c'est compliqué pour les gens de faire des évaluations? C'est que s'il n'y a pas de vision, s'il n'y a pas d'objectif, tu m'évalues sur quoi? Clairement, tu ne m'as même pas dit ce que tu attendais de moi. Bon, ça fait 2 ans ici, tu ne m'as jamais évalué. Maintenant, quand je fais une erreur, tu veux même m'évaluer. Franchement, c'est un plan. Ça devient compliqué. Tu vois, je veux dire, si les process ne sont pas clairs, tout ça, mais qui est censé faire quoi? Mais c'est pas moi, les gens se cachent derrière qui devait faire. Donc, quand tout ça est clair, tu fais des évaluations. Évaluation tous les 3 mois. Tous les 3 mois. Ça doit être systématique. Tu dois évaluer les personnes sur leur fiche de poste. Ça, c'est normal. C'est ce qu'ils sont censés faire. Tu dois les évaluer sur les valeurs. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour contribuer à renforcer les valeurs? Et tu dois les évaluer sur leur contribution à la stratégie. Parce que la fiche de poste, ce n'est pas ce qui fait avancer l'entreprise. Ce qui fait avancer l'entreprise, c'est la stratégie. Donc, qu'est-ce que tu as pris comme initiative pour rendre la SING autonome? Qu'est-ce que tu as pris comme initiative pour renforcer les ressources de la SING? Qu'est-ce que tu as pris comme initiative pour avoir des résultats concrets auprès des startups? Donc, nous, quand je te dis, quand en 5 ans, on fait 2000 formations, on accompagne 171 startups, on lève plus de 400 millions, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard, tu vois. Il y a 5 ans, c'était une faiblesse. C'est parce qu'il y a un objectif. Et je peux te dire, l'année prochaine, où est-ce qu'on doit atterrir, où est-ce qu'on veut atterrir. Et tout ça, malgré les difficultés, hein, parce que, tu vois, on est vraiment... Il y a des gens qui vous combattent. Clairement. Il y a des gens qui demandent, mais pourquoi toujours Urban FM? Pourquoi toujours... Voilà. Mais si vous n'êtes pas vraiment aligné comme ça, eh ben, vous n'atteindrez pas ce objectif-là. Donc, pour répondre à ta question, comment maintenir tout ça là? Avoir une stratégie claire, une vision, une stratégie claire et partagée. Il faut, deuxièmement, qu'il y ait une évaluation concrète qui se passe. Et en dernier, c'est en train de m'échapper. Mais en dernier, ce qui est important, donc il faut avoir la stratégie, il faut avoir la vision. Et il faut avoir, on a de l'évaluation, il faut évaluer les personnes de manière concrète et très bien. Et ensuite, ce qu'il vous faut, alors ça s'appelle une feuille de route personnelle. De chaque personne, voilà. De chaque collaborateur. C'est-à-dire que quand vous venez à la SING, c'est toi-même qui détermine ta feuille de route. Bonjour Gina, oui, tu viens de rentrer à la SING, responsable communication. Oui, bon. L'objectif de la SING, c'est d'être autonome financièrement, économique, etc. Comment tu penses que toi, en tant que responsable de la communication, tu peux contribuer à ça? Je pense qu'il faut faire 1, 2, 3. D'accord. Dans combien de temps tu peux faire ça? Tu as besoin de quoi pour ça? Ça, on n'a pas ça. Ah si, ça, ok. Bon, je pense que je peux faire les deux là. Ok. On se retrouve dans 3 mois. Gina, tu as fait? Oh non. Bon, insatisfaisant. Parce que mon voisin de bureau, il écoute la musique tous les jours. Les prétextes et les raisons. Tom, tu as dit que tu devais faire, non? Tu devais faire. Et nous, si tu fais 2 évaluations insatisfaisantes, c'est séparation amiable. Tu vois. Si c'est une fois insatisfaisant, on discute. Bon, Gina, tu as dit 2, on descend à 1. Oui, on descend à 1. Prochainement, 1, ok, on a atteint. Ok, c'est bon. Ok. On avance. Donc, en fait, d'un côté aussi, on motive vraiment les gens et on les aide aussi à se développer. C'est pas, j'ai fait une erreur. Allez, tu sors d'ici. Non. Sors de mon entreprise. Non. Je connais un papa qui avait souvent l'habitude de dire aux gens, laissez tout mon matériel et sortez de mon entreprise. Non, c'est clair. Tu vois, ça c'était particulier parce que il voulait même pas comprendre. Sortez de mon entreprise. Mais je te dirais que papa, c'est très amusant. Ouais. Alors Yannick, la culture d'entreprise, est-ce qu'elle est exclusivement réservée aux organisations privées ou elle peut aussi être bénéfique aux entités publiques? Non, la culture d'entreprise,
Parce qu'on appelle ça la culture d'entreprise. Donc, quand on dit entreprise au Gabon, on va entreprise privée. Non, c'est clair. Parce qu'il y a ministère. Sinon, tu dis la culture du ministère. Ou tu dis la culture d'agence, tu vois. Et les ministères et les agences, en fait, les gens, ils se sentent un peu particuliers en fonction de l'endroit où ils travaillent. C'est quoi en école de commerce, on parle de culture d'organisation. D'organisation, voilà. Je parle toujours de l'organisation. Pour faire très simple, vous avez déjà entendu l'expression que non, le problème de Gabonais, c'est la mentalité. Oui. La mentalité dont on parle, c'est quoi? C'est la culture. C'est la culture. Le retard, par exemple. Donc, ça veut dire que le Gabonais est le reflet de ses chefs. Ouh! Ça doit beaucoup piquer dans les oreilles des gens. Non, mais c'est... C'est-à-dire, mesdames et messieurs, les grands chefs, directeurs et ainsi de suite, on ne citera pas. Vous connaissez, vous êtes chef. Si vos organisations ne fonctionnent pas, c'est pas parce que vos collaborateurs ne sont pas à la hauteur. C'est parce que vous n'êtes pas à la hauteur. C'est ce que Yannick voulait dire. C'est bien ça? C'est exactement ça. Merci. Donc, si tu es chef d'entreprise, si tu es chef de famille, si tu es chef de clan, si tu es chef de quoi, la mentalité gabonaise, c'est Pose-toi les bonnes questions. Donc, c'est-à-dire que quand je suis chef de famille, je suis père. Quelle est la culture que je veux dans ma maison? Mes enfants doivent être comment? Ok? Et comment on dit quoi? Bon endroit, bon emploi. Le bon enfant, c'est celui qui est aligné à la culture du papa. Je ne dis pas que c'est facile. Hein. Sincèrement, j'irai transformer la culture d'un peuple. Vous avez même les Chinois, ils sont obligés d'aller dans la dictature, carrément. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, mais le leader, c'est ça. On y arrive. Voilà. Vous avez vu, on parle beaucoup de Kagame. Kagame, il a changé toute la mentalité d'un pays. Avant Kagame, vous demandez les Rwandais n'étaient pas comptés comme des bosseurs. Non, ils avaient une autre réputation. Mais il est venu, il a pris le rythme. Vous avez vu, monsieur Legui, il arrive. C'est notre sœur va la féliciter. Tout le monde, tout d'un coup, se rappelle que non, il y a une hymne nationale, il y a machin. Ah, le gras. Ouais, un peu non. C'est comme ça qu'on cherche la culture. Donc, voilà, il faut que ce soit constant. Ouais, un peu. Donc, la culture, c'est pas seulement en entreprise, c'est même nationalement. Si on veut changer la mentalité gabonaise, il faudrait que tous les leaders, à chaque niveau, se disent quelles sont les valeurs qui feraient que le Gabon avance. Et c'est tellement vrai parce que aujourd'hui, tout le monde se plaint par exemple de la ponctualité ou du retard dans les organisations. Alors comment est-ce qu'on peut espérer que les collaborateurs soient là à l'heure quand nous-mêmes, quand on est chef, on se pointe à 10 heures pour commencer? Comment on peut espérer que l'organisation puisse fonctionner de manière efficiente lorsque nous-mêmes, quand on est chef, on donne des rendez-vous comme ça à tour de bras et que la salle d'attente se remplit de personnes qui attendent 2, 4, 6 heures sans être reçues. Ça n'a carrément pas de sens. Je pense que certaines personnes ont établi ces règles-là comme s'il y a plein de personnes dans ma salle d'attente, c'est que je suis très demandée, donc je suis performant. Mais en vérité, non. Si on est un chef, c'est à nous d'imposer en fait le rythme. Si on veut que les gens soient là à l'heure, d'ailleurs, pour te rendre compte que quelqu'un est en retard, il faut être là avant lui. Bon. Sinon, comment tu... Voilà. Ça, c'est clair. Et vraiment... la vision, quoi. Est-ce que dans ton département, là, tout le monde, jusqu'à la secrétaire, jusqu'au vigile, est-ce qu'il sait où on va? Oui. Parce que je vous dis, hein, que quand quelqu'un sait où il doit aller, vous n'avez pas besoin de le réveiller le matin. Il sait exactement. Lui-même, il est là très tôt parce qu'il sait que j'ai tel objectif à atteindre. Je sais que dans 3 mois, je serai évalué. Et je sais que si c'est pas bon, je serai sanctionné. Et je sais que si je fais bien, je serai récompensé. Et puis, dans ma famille, on voit très bien que je suis épanoui et tout le reste. Mais il se lève le matin. Moi, je me rappelle quand j'étais au lycée, j'étais dans une classe de boucanier, la 3e. Mais c'est que c'est une classe où les gens n'étaient jamais absents. Parce que quand tu sais que le jour où tu es absent, tu as raté la dernière gag que le gars a fait au prof ou tout ça. Ou un peu. Donc, c'est-à-dire que dans une entreprise, si vous voulez que les gens arrivent à l'heure, etc., les gens arrivent à l'heure parce qu'ils sont épanouis, motivés. Ils viennent seuls, il n'y a pas les problèmes de retard parce qu'ils ont envie d'être au travail, ils ont un objectif qui est beaucoup plus grand. Quand ils viennent au travail, ils ne viennent pas seulement pour gagner, ils viennent parce qu'il y a une vision, il y a un chef. Oui. Tu vois, ils aiment le chef, donc ils viennent tous les matins chauds pour que le chef soit vraiment content. Alors Yannick, merci beaucoup pour cette discussion qui est, en tout cas, elle est vraiment, vraiment passionnante. Elle est au-delà de mes espérances. Je savais déjà que ça devait être super passionnant, mais là, je suis conquise. La dernière question que j'ai envie de te poser est la suivante. Quelles sont les mesures à prendre? Si on pouvait résumer ça, si on pouvait le faire simplement. Tu sais qu'en ce moment, on est vraiment dans une lancée où on espère dynamiser les choses entièrement, que ce soit le privé, le public, même dans les familles, comme tu en parlais. Donc, si on veut vraiment tirer le meilleur parti de ces collaborateurs, le meilleur parti des personnes qui sont avec nous au quotidien, qu'est-ce qu'il faut faire? Quelles sont les mesures à prendre? Alors, on va résumer. C'est qu'il faut que, en termes d'entreprise ou de nation, on soit clair sur les valeurs qui comptent. Est-ce qu'on donne plus de valeur à celui qui a plus d'argent
celui qui a plus de go, celui qui finit plus de bière, on ne sait pas quoi, ou bien on donne à celui qui est le plus travailleur, qui est le plus sage, etc. On doit clairement savoir quelles sont ces valeurs-là. Deuxièmement, à tous les niveaux, il faut avoir les bonnes personnes à la bonne place. Là, on est dans une période où on est en train de vouloir restaurer les institutions. Donc, c'est-à-dire que les personnes qui doivent être là, c'est pas celui qui crie le plus fort, c'est pas celui qui est le plus populaire. Est-ce que c'est la bonne personne, donc quelqu'un qui partage les valeurs que l'on veut voir? Si on veut que les Gabonais soient des travailleurs, on ne doit choisir que des travailleurs. Si on veut que les Gabonais soient des gens honnêtes, on doit choisir que des gens honnêtes. Même s'il faut aller les chercher au fin fond de quel village. Voilà, il faut les chercher. Voilà. Et il faut que ces personnes soient à la bonne place. Donc, notre éducation nationale, il faut la rétablir. Les universités, il faut que les gens soient bien éduqués. Il faudrait qu'à tous les niveaux de la société, dans les familles et tout ça, on forme les gens pour que les gens soient des bons travailleurs dans ce qu'ils font. Tu es un bon dessinateur, sois le meilleur dessinateur qui existe. Tu vois. C'est que la valeur va déteindre sur ce que tu sais faire. Et puis, on a dit troisième chose, les procédures, etc. Procédures, ça, c'est dans les entreprises. Au niveau de la nation, ce sont nos textes et nos lois qui doivent être respectés pour tout le monde. C'est pas parce que je m'appelle un tel que quand je viens chercher un docteur, je n'ai pas ce droit. Tu vois? Et on a mis ça dans la culture. Faut pas se mentir, on dit le Gabonais, mais parce que on a tous cette mentalité du privilège. Parce qu'effectivement, il y a une époque où tu as un nom, tu as un titre. La preuve même, c'est qu'il n'y a pas de route quand il y a l'embouteillage. On dégage les gens pour que... Bon, il faut des textes et des lois qui soient respectés. Et puis, à la fin, comme je dis, il faut une stratégie claire. En tant qu'entreprise, en tant que département, on va où? En tant que nation, on va où? Diminuer les coûts, ce n'est pas une stratégie. Créer les emplois, ce n'est pas une stratégie. On va où? Qu'est-ce que le Gabon doit faire aujourd'hui pour que dans 5 ans, dans 10 ans, on soit le meilleur pays de la sous-région ou le meilleur pays du continent? Qu'est-ce qu'on doit faire de différent? Parce que si on fait ce que tous les autres font, les positionnements ne changent pas. Qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui? Donc, on doit investir aujourd'hui massivement pour que dans 3 ou 4 ou 5 ans, on soit un pays digne d'envie, comme nous dit notre hymne national. Voilà, donc c'est ce que je pourrais dire pour Merci beaucoup Yannick. Moi, j'ajouterais que à la fin de la journée, on doit se demander ce qu'on doit mettre en place pour que l'organisation nous survive. Parce qu'il ne faudrait pas que les choses s'effondrent avec nous. La plupart du temps, les choses s'effondrent avec nous parce qu'on a été incapable de partager sa vision et ses valeurs. C'est ce que vous remarquez dans certaines familles ou même parfois quand le patriarche est mort depuis des années, la structure de la famille ne change pas. Les enfants ne se comportent pas de manière, désinvolte ou voilà, parce que la culture que le père, en fait, à instiller aux enfants reste même au-delà de sa personne, même quand il n'est plus là, ça reste, c'est-à-dire que le Gabon restera, que l'on soit là encore dans 10, 15, 20 ans, le Gabon restera. C'est pareil pour notre radio, que Dafresh soit là, que je sois plus là, que René soit plus là, la radio restera parce que au-delà de tout, en fait, l'organisation doit être au-delà de nos personnes. Merci infiniment pour cette discussion. C'était vraiment très, très passionnant et je pense que mon collaborateur de toujours, Ivanov, est d'accord avec moi. Chers auditeurs, vous retrouverez donc ce podcast sur Instagram, YouTube, Spotify, Apple Podcast, Deezer et puis, bien entendu, sur Urban FM 104.5, la station urbaine en diffusion tous les jours à 18h avec une rediffusion à 22h et puis le week-end, diffusion à 8h du matin. On dit merci beaucoup à Yannick. On est un peu triste de quitter la Swing. Les locaux sont tellement beaux. Il y a tellement de choses à dire. J'espère qu'il y aura une autre émission sur d'autres sujets. On espère. Voilà. On vous embrasse très fort. Bonne écoute à vous et puis on se retrouve la semaine prochaine avec un autre invité. Merci infiniment Ivanov. Au revoir tout le monde. Au revoir.